Ces images ont été publiées sur les réseaux sociaux. Elles montrent ce qui semble être des combattants du Front de libération de l'Azawad circulant à l'intérieur de la base militaire de Kidal. La ville est tombée sous leur contrôle et de leurs alliés djihadistes du JNIM dimanche dernier. Et ses opposants à la junte militaire ne comptent pas s'arrêter là. Les indépendantistes touaregs menacent de prendre les villes du nord du Mali comme Gao ou Tombouctou et appellent l'armée russe à se retirer du pays. Nous, notre problème, il est politique. C'est un ancien conflit, je peux dire même avant l'indépendance du Mali. C'est des revendications légitimes de la population de l'Azawad. Donc nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir la junte. De leur côté, les Russes assurent être toujours aux côtés de leurs alliés maliens, malgré leur retrait négocié de la ville de Kidal. Vive le Mali, vive la Russie. Vive l'amitié Mali-Russie. Vidéo à l'appui, l'armée a affirmé mardi avoir frappé des positions rebelles. De son côté, après 3 jours de silence, le chef de la junte militaire malienne a reconnu des attaques d'une extrême gravité, mais selon lui, la situation est sous contrôle. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Mais les djihadistes du JNIM menacent désormais d'imposer un blocus à l'encontre de la capitale Bamako et de s'en emparer. La force unifiée de l'AES est passée d'environ 5 000 à 15 000 hommes en à peine 4 à 5 mois. À ce rythme, atteindre 50 000 voire 100 000 d'ici 2 à 3 ans est possible parce que c'est le véritable bras armé de la Confédération AES. Au-delà des chiffres, c'est une mise en garde directe. L'AES n'est plus un simple regroupement politique ou économique. L'AES dispose désormais d'un bras armé commun opérationnel, capable de mener des opérations conjointes partout dans l'espace confédéral. Cette force aura accès à davantage d'équipements modernes tels que des drones de surveillance et d'attaque, des hélicoptères pour la projection rapide, des véhicules adaptés au terrain désertique, des capacités de renseignement renforcées et des stocks de munitions plus conséquents. Autrement dit, vous avez affaire à une armée plus mobile, plus destructrice, plus réactive et plus efficace. Après avoir chassé Barkhane, MINUSMA, les bases américaines, etc., l'AES a repris le contrôle de sa sécurité. Ils sont prêts à défendre cette souveraineté par la force si nécessaire. L'AES peut désormais projeter de la puissance au-delà de ses frontières si une menace est identifiée. C'est à la fois une déclaration de force, une ligne rouge et une invitation à respecter leur souveraineté. Mesdames et messieurs, le message s'adresse aussi indirectement aux autres pays africains. L'AES nous montre qu'on peut rompre avec l'ancien système et bâtir une défense autonome. C'est un message indirect à toute l'Afrique. Si à 3, ils ont pu, toute l'Afrique peut. Écoutez-le. C'est qu'il assume. Il va les voir, il prend le risque du haut de ses 67 ans, donc le périple d'être lui-même attaqué, le risque d'être tombé sur une patrouille de Wagner, le risque de tomber sur la même alien, et en rentrant, il l'assume, il le dit ouvertement qu'il a été voir le JNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages donc maliens, locaux, personne ne s'enquête de leur sort. Personne ne s'occupe de leur cas. Mais est-ce qu'Oumar Mariko a obtenu une promesse de libération de la part du JNIM? D'après ce qu'il dit, il a une promesse d'un geste qui pourrait se matérialiser de la libération de 4 détenus que le JNIM décrit comme prisonniers de guerre, donc otages. 4, 2 militaires, 2 civils. Il a les noms, il ne me les a pas dévoilés, mais apparemment, le JNIM fera un geste dans ce sens-là, donc la libération de 4 personnes, pour démontrer que la missive d'Oumar Mariko marche. Et quelque chose d'important, c'est que cette initiative est vraiment personnelle de la part d'Oumar Mariko et qu'elle ne s'inscrit pas dans les autres démarches de prise de contact avec le JNIM qui ont été formulées par l'opposition. On en a parlé ici, le CFR, avec la garantie ou comme figure garante l'imam Diko. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait de son côté. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des terreaux, des mercenaires, des opportunistes, des individus qui regrettent surtout la perte de leurs intérêts et qui restent animés par la soif du pouvoir. On les voit passer de plateau en plateau pour critiquer le général Assimi et les autorités actuelles. Mais il faut se poser la vraie question.
lorsqu'ils étaient aux affaires, qu'ont-ils réellement apporté aux Maliens? Même pas l'ombre d'un développement concret. Aucune avancée, juste des promesses en l'air. Ces gens changent de discours selon les circonstances et multiplient les alliances de circonstances simplement pour continuer à exister politiquement. Ils parlent de démocratie à longueur de temps, mais leurs pratiques révèlent des comportements bien plus autoritaires que ceux qu'ils dénoncent. Il suffit d'observer leurs interventions et leurs débats pour comprendre leur logique. Ce n'est pas le Mali qui cherche à transformer, ni les conditions de vie des Maliens qu'ils veulent à tout prix améliorer. Non, ce qui les préoccupe avant tout, c'est la réduction de leurs privilèges, de leur train de vie et de leurs revenus. Ils n'ont ni vision, ni projet structuré pour le pays. Leur seule constance, c'est leur opposition à l'AES, essentiellement parce qu'ils ont perdu leurs avantages d'autrefois. En réalité, il n'existe pas une opposition crédible et constructive, mais plutôt une constellation de vautours, de figures qui cherchent à se repositionner. Des acteurs politiques davantage motivés par le ventre que par l'avenir du Mali, qu'ils perçoivent avant tout comme un espace de ressources à exploiter comme un trophée. Il faut remercier et soutenir les FAMA, mais aussi la population, car la résilience est une arme. Le Mali est en guerre, et dans cette guerre, l'ennemi ne frappe pas seulement avec des balles. Il frappe avec le doute, avec la manipulation, avec des mots choisis pour briser des esprits. Il bombarde les consciences pour fissurer l'unité, pour installer la peur, pour faire plier la nation de l'intérieur. Comprenons-le clairement. Tout ce qui est dit contre nous n'a qu'un seul objectif: nous affaiblir, nous diviser, nous opposer, casser le lien vital qui fait tenir un pays debout. Et si nous laissons ces discours nous pénétrer, alors l'ennemi aura déjà remporté une bataille, celle du champ informationnel. Certains rient, minimisent la situation, mais ils oublient une chose essentielle. Le Mali n'est pas isolé. Le terreau, s'il n'est pas stoppé, se propage comme un virus. Aujourd'hui, il attaque le Mali, demain il frappera ailleurs, jusque dans des foyers qui se croyaient à l'abri. La paix d'hier peut devenir le chaos de demain, attention. Alors il faut veiller, parce que la moindre faille devient une porte ouverte. Prenons nos responsabilités, individuellement ou collectivement. Au Mali, chacun est soit un rempart, soit une brèche sécuritaire. Une nation ne tombe pas seulement sous les bombes ou les attaques. Elle tombe quand ses enfants doutent d'elle. Elle tombe quand ses propres voix répètent le discours de l'ennemi. Elle tombe quand la peur s'installe, quand le doute s'installe, quand on leur fait croire que tout est déjà perdu. Oui, dans une guerre, on encaisse des coups violents. On perd des hommes. Mais si c'est le prix de la liberté, alors on les accepte. On se relève et on devient plus fort. Au FAMA, le peuple compte sur vous. On ne le dit pas assez, votre engagement, votre courage et vos sacrifices ne passent pas inaperçus. Continuez, tenez bon. Que chaque épreuve vous endurcisse, que chaque combat vous élève et que chacun, à son niveau, choisisse d'être du côté de la force, de l'unité et de la nation. Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque d'hier visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force au FAMA, force au peuple malien. Il y a quelques mois, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'hiver noir. Il a lancé un avertissement fort au peuple du Sahel et à toute l'Afrique. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid,
Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. N'oubliez jamais ces paroles. Il parlait d'une période de grande turbulence pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une offensive coordonnée des forces du mal. Les groupes terreau et surtout les puissances extérieures qui ne supportent pas de voir le Sahel se lever pour reprendre sa souveraineté. Cet hiver noir, nous le vivons maintenant. Au Mali, les ennemis ont frappé fort et en même temps. Bamako, Kati, Gao, Sévaré, Kidal, un véhicule piégé a détruit la résidence du général Sadio. Il est tombé avec sa seconde épouse et d'autres proches. Des attaques ont visé des sites militaires. C'est une tentative claire de décapiter le pouvoir dans le même scénario que l'Iran pour briser le moral du peuple et de l'armée, d'essaimer le chaos pour nous faire reculer. L'objectif était clair. Frapper au sommet, désorganiser toute la chaîne de commandement, atteindre simultanément les centres nerveux du pays, le leadership politique, le commandement militaire, les bases logistiques, les symboles d'autorité. Et dans ce schéma, le Mali n'est qu'une étape. Le Burkina et le Niger sont dans la ligne de mire. Ceux qui ont planifié cela raisonnent en domino. Si Bamako cède, le reste peut suivre. C'est ça leur logique. Et ce qui se joue ici n'est pas local. C'est pas seulement malien. C'est une stratégie de déstabilisation régionale qui a été amorcée. L'hiver noir sera froid parce que le deuil nous glacerait le cœur si nous le laissons faire. Il sera sanglant parce que le sang de nos frères coulera encore. Il sera meurtrier parce que l'ennemi ne fait pas de cadeaux. Les traîtres rôdent. Les Maliens ont toujours su transformer la douleur en force. Ne cédons rien. Le Mali ne mourra pas. Dans un pays comme le Mali, où l'armée et les services de renseignement sont censés tout voir et tout entendre, une offensive coordonnée sur plusieurs villes ne peut pas être improvisée. Ce n'est pas possible. Comment de tels mouvements de groupes armés, terreau, des caches d'armes ou des repérages préalables auraient-ils pu passer inaperçus? Qui a pu fournir des itinéraires, transmettre des informations sensibles, qui savait que Sadio Camara et Assimi Goïta se trouveraient à des endroits précis à ce moment-là? Le ciblage extrêmement précis de la résidence de Sadio Camara, figure clé du pouvoir et proche de Goïta, évoque clairement un renseignement humain de haut niveau. Je pense que sans complicité interne, une telle opération reste difficile à expliquer. Reste alors la question centrale. À qui aurait profité l'élimination d'Assimi et de Sadio et dans quel objectif? Prendre le pouvoir? Négocier en coulisses avec les terreaux et le voisinage en cédant Kidal contre une fausse paix sur le front? Tout porte à croire que des complicités existaient à la fois internes et externes. La commission d'enquête devra faire la lumière et situer les responsabilités. Mais je pense que le problème de l'Afrique, c'est la trahison. Force aux Fama. Où est passé le général Assimi Goïta? Mais pourquoi les médias occidentaux et leurs trolls s'acharnent-ils autant à le chercher? Pourquoi son silence déclenche-t-il autant de spéculations? N'était-ce pas justement cette opération terreau qui devait l'éliminer et mettre fin à la transition? Mais vous avez échoué. Vous appliquez contre Assimi les mêmes méthodes que celles utilisées contre le nouveau guide suprême d'Iran ou contre Poutine au début de son opération spéciale. Vous semez le doute, amplifiez les rumeurs, vous cherchez à déstabiliser moralement les Maliens, créer la confusion au sein du Mali et de l'AES, faire croire à une absence de soutien du Burkina ou du Niger sans aucune preuve. Vous construisez un scénario où les Russes fuiraient le Mali simplement parce que la presse française et les groupes terreau l'affirment en publiant des vidéos sans même prêter attention aux sources russes ou maliennes. On en arrive à une situation où certains Africains et médias accordent plus de crédibilité aux groupes terreau qu'aux autres parties impliquées. Assimi Goïta n'a pas besoin de se montrer. Son pays est en guerre. Sa priorité est de coordonner la riposte, travailler avec ses alliés. Pourquoi devrait-il apparaître publiquement en pleine menace? Pour assurer qui? Les Maliens? Ceux qui sont engagés dans la lutte savent qu'il est à l'œuvre et se porte bien, c'est le plus important. Vous vouliez l'éliminer. Vous pensiez mettre fin à la transition. Mais sachez que tant qu'Assimi Goïta est là, tant que le peuple le soutient, tant que l'AES existe, rien ne sera garanti pour vous. Mes frères maliens, les vrais, pas ceux qui jouent les intellectuels du net en critiquant la transition, il n'y a aucune honte pour le Mali attaqué par des terreaux soutenus par une coalition de pays. Il n'y a aucune honte. La guerre suit son cours et elle réserve encore des surprises. Le Mali d'aujourd'hui ne négociera pas avec ces groupes terreau qu'on fait passer pour des rebelles. À ceux qui doutent ou jouent les analystes de façade sur le net pour gratter ou pour avoir une maigre audience, la guerre n'est pas faite pour les faibles.
Seuls ceux qui tiennent, encaissent et se relèvent écrivent la suite, écrivent l'histoire. Les lâches quittent le navire. Sur ce, force aux FAMA et mon soutien reste total. La riposte malienne qui attend les groupes terreau ne sera pas belle à voir. La Russie vient d'annoncer que ses opérations au Mali vont se poursuivre. Le ministère russe de la Défense affirme que plusieurs systèmes de surveillance ont permis de détecter de nouveaux regroupements terreau et que les opérations visant à détruire les camps ennemis continuent, contrairement aux trolls qui répètent que les Russes auraient fui le Mali et abandonné les Maliens. Mais la Russie est un partenaire, pas un tuteur comme la France. Et il ne faut surtout pas confondre un retrait tactique avec une fuite. À Kidal, les Russes en infériorité numérique faisaient face à une coalition terreau nombreuse et connaissant le terrain. Dans certaines situations, continuer le combat sans garantie de victoire immédiate serait une erreur stratégique. Beaucoup oublient que les Russes ont déjà appliqué ce type de repli tactique dans d'autres théâtres d'opération. Mais les trolls ne s'informent pas, ils jubilent parce que ce sont des terreaux numériques. Vous avez éliminé Sadio Camara, mais vous n'avez fait que renforcer l'attachement des Maliens envers leurs dirigeants. C'est ça la vérité. Et cette lutte risque désormais de changer de visage. Beaucoup oublient aussi que le Mali fait partie d'une alliance militaire. Certains célèbrent trop vite, critiquent trop vite, jettent l'éponge trop vite, craquent trop vite sur les réseaux au point de révéler leur véritable visage, leur véritable camp. Au moins, le Mali combat et refuse de négocier avec les terreaux, pendant que certains ont préféré signer des pactes pour éviter les attaques. Sous Assimi Goïta, le Mali choisit l'affrontement direct. Nous connaissons dans la région qui sont les vrais soutiens des terreaux. Et je dis que la suite risque d'être amère pour ceux qui pensent déjà avoir gagné. Force aux FAMA, force à l'AES. On réécoute. Ces attaques ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Et je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. La synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. La trahison d'un frère est plus violente qu'une invasion. Rien de tout cela n'aurait été possible sans des complicités internes. Pendant que certains passent leur temps à critiquer le général Assimi Goïta, il existe aussi des traîtres prêts à vendre leur pays pour remplir leurs poches. Des Maliens participent activement aux opérations terreau contre leur propre nation. C'est incroyable. À cause de leurs actes, des innocents perdent la vie. Et ce sont pourtant les mêmes qui prétendent vouloir sauver le Mali. Mais sauver le Mali de qui exactement? Eux qui étaient déjà aux affaires avant l'arrivée d'Assimi Goïta, qu'ont-ils réellement apporté au peuple? Au final, leurs attaques, leurs mensonges, leurs propagandes ne font que renforcer davantage le soutien populaire envers les autorités actuelles. Vous pensez vraiment que tous ceux qui réclament le départ d'Assimi Goïta aiment sincèrement le Mali? Depuis samedi, nous observons une véritable campagne médiatique. Beaucoup de médias relaient des fake news, donnent plus de visibilité aux attaques terreau qu'aux condamnations de ces crimes. Ils offrent une tribune aux terreaux, diffusent leur propagande. Depuis plusieurs jours, ils répètent que la Russie aurait fui le Mali. Pourtant aujourd'hui, cette même Russie affirme participer activement aux opérations aux côtés des forces maliennes et explique qu'il s'agissait simplement d'un repli tactique, ce qui est une stratégie militaire logique dans certaines situations. Mais le Mali vaincra. Force aux Maliens. Mon cher Mali, plusieurs villes frappées simultanément. Ok. Des opérations préparées et coordonnées depuis longtemps. Ok. Mais il n'y a aucune honte à être attaqué par une coalition de pays ou par des traîtres de l'intérieur qui facilitent et financent les terreaux. Des ennemis de notre souveraineté ont mobilisé des moyens immenses pour tenter de briser notre élan et mettre la Confédération à genoux en frappant le Mali.
Et pourtant, malgré leur mobilisation, leur longue préparation, le financement, les armes, les mercenaires mobilisés, le Mali tient. Bamako, le cœur de la République, n'est pas tombé. Katia a été reprise par les FAMA après une contre-offensive violente. Les autres villes résisteront. Comme l'a affirmé hier le président Assimi Goïta, la traque continue jusqu'à la neutralisation complète des terreaux. Aucune ville ne sera sous contrôle terreau. Le Mali est un pays blessé, mais un pays qui refuse de plier. Contrairement aux campagnes d'intoxication et aux rumeurs propagées partout, les FAMA, avec l'appui de l'Africa Corps et du peuple, mènent déjà des frappes aériennes contre les positions terreau. Des centaines sont éliminées. La riposte est en marche, elle sera longue, elle sera difficile, mais elle est lancée. L'ambassadeur russe Igor a réaffirmé devant le président Assimi Goïta l'engagement de Moscou aux côtés du Mali. C'est un partenariat, et ce n'est pas une simple déclaration diplomatique. C'est un partenariat stratégique forgé dans les combats et les sacrifices partagés depuis 2021. La Confédération AES a parlé d'une seule voix. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué le courage extraordinaire des FAMA et réaffirmé la solidarité totale, inconditionnelle et formelle des peuples du Sahel. La force unifiée est désormais déployée. Le Mali a besoin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles, car le Mali n'est pas seul. La cause sahélienne est devenue notre cause commune. Il voulait voir tomber le Mali, il rêvait d'annoncer la fin de l'AES, la fin du partenariat russe qui les hante, la fin du rêve souverainiste africain. Ils sont déçus, très déçus. Le Mali est encore debout, l'AES est encore debout, le Sahel est encore debout, et le peuple, lui aussi, est toujours debout. Les Russes et les FAMA mènent actuellement de violentes frappes aériennes contre les groupes terreau à Kidal, information confirmée par Africa Corps. Depuis hier, plusieurs positions ont été sévèrement touchées dans différentes localités par la coalition russo-malienne. La riposte est en cours et, comme je vous l'avais déjà annoncé, elle sera extrêmement dure, violente, brutale et impitoyable contre ces groupes terreau que certains ressortissants de pays voisins au Mali tentent de présenter comme de simples rebelles afin de masquer leur soutien et leur sponsoring. Ces groupes ne tiendront pas Kidal. Ils ne pourront s'installer durablement nulle part. Ils seront traqués sans relâche, puis neutralisés. Vous avez certainement remarqué que dans une partie de la presse française, ainsi que dans les médias de certains pays voisins, les messages relayés proviennent presque exclusivement des groupes terreau. Ils annoncent prétendument un siège militaire de Bamako, alors que ces terreaux peinent déjà à survivre face aux frappes aériennes et à contrôler les villes environnantes. Leur véritable rêve est de voir le nord du Mali tomber sous contrôle terreau. Ils veulent une partition du Mali parce qu'ils s'identifient à ces terreaux qu'ils hébergent et financent. Mais le Mali vaincra. Les Russes et l'armée malienne ont mené plusieurs frappes aériennes contre des concentrations et des camps de terreau identifiés. Depuis hier, chaque rassemblement de terreau détecté fait l'objet de frappes ciblées visant à neutraliser les terreaux présents sur les sites. Le retrait russe de Kidal, présenté par certains trolls du net et médias de pays voisins comme une fuite ou un abandon, est en réalité un repli stratégique, selon la version officielle, la version des faits. Durant la bataille de Kidal, les forces russes ont combattu pendant plusieurs heures en infériorité numérique, totalement encerclées par des groupes armés illégaux largement supérieurs en nombre. Imaginez par exemple 20 personnes encerclées qui combattent contre 100 terreaux. Malgré cela, elles affirment avoir repoussé 4 attaques massives et éliminé plusieurs terreaux avant d'effectuer un repli tactique organisé. Mais dans certaines presses françaises et voisines, le récit est tout autre. On parle de fuite et d'abandon du Mali. Ceux qui veulent à tout prix la partie nord du Mali ne cachent plus leur soutien aux terreaux, accordent surtout du crédit à des mercenaires parce qu'ils les soutiennent ou leur offrent refuge. Nous avons mené quelques frappes visant le camp militaire de Kidal et des terreaux qui se trouvaient au niveau du gouvernorat de la ville. Nous ne comptons laisser aucun répit à ses ennemis. Le gouvernement malien compte ne pas s'arrêter là. Les opérations se poursuivent et la riposte ne fait que commencer. La Russie rejette catégoriquement les appels des groupes terreau réclamant leur retrait définitif du Mali. Mais certains médias français et voisins du Mali nous expliquaient que la Russie avait fui le Mali, fui Kidal, tout abandonné. Pourtant, pendant qu'ils annonçaient ce prétendu retrait, ces terreaux qui réclament leur départ se faisaient intensément bombarder à Kidal et dans plusieurs autres localités. Rappel, l'attaque a eu lieu le 25 avril. Le plus intéressant, c'est que beaucoup d'articles occidentaux ne parlent presque jamais des pertes terreaux quand les frappes russo-AES réussissent. Mais dès qu'il y a une embuscade ou une ville attaquée,
La couverture explose d'un coup. Ça ne devrait pas vous choquer. Il existe une sélection stratégique de l'information. Le Mali est devenu un symbole extrêmement gênant pour l'Occident depuis le départ des forces françaises et le rapprochement avec Moscou. Donc, chaque petit revers devient une occasion médiatique parfaite pour envoyer plusieurs messages psychologiques. Regardez, la Russie ne peut pas protéger ses alliés. Regardez, le modèle sécuritaire russe échoue. Regardez, les pays africains qui quittent l'Occident vont sombrer. En fait, l'Occident veut prouver que personne ne peut stabiliser la région sans lui, alors qu'il échoue à le faire. Donc, médiatiquement, chaque attaque au Mali devient presque un match géopolitique international où il faut discréditer l'autre pour mieux se glorifier. Mais la riposte se poursuit. Des caches d'armes, des terreaux. Leurs moyens de transport sont pulvérisés par la force unifiée AES. Et nous ne sommes qu'au début de cette situation. Force à l'AES. C'était le 13 novembre 2025. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel. Réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Rappelez-vous des discours de son Excellence le Président Tchani. C'est important. Il y a environ 5 mois, et selon certaines lectures, le plan remonterait même à près de 10 mois. L'idée évoquée était la création d'un chaos généralisé afin d'affaiblir l'État central et d'accélérer une fragmentation du Mali. Dans ce scénario, le JNIM contrôlerait le sud et le centre avec une application stricte de la charia, tandis que le FLA s'installerait dans le nord avec un accord initial sur une charia dite allégée, le temps de stabiliser leur influence. C'est une logique décrite comme une forme de balkanisation du Mali. Un Mali affaibli ou éclaté offrirait des sanctuaires plus larges aux groupes armés, avec davantage d'armes, de combattants et de mobilité pour attaquer d'autres pays de la région. Dans cette projection, le Niger serait la prochaine cible stratégique car Bamako fragilisé laisserait Niamey isolé malgré ses alliances. Dans cette lecture, un Mali transformé en zone d'émirat créerait un effet d'entraînement régional, facilitant circulation des terreaux, logistique et idéologie. Le Burkina deviendrait alors un maillon suivant de déstabilisation. C'est un projet de recomposition du Sahel en ensemble fragmenté, du Mali jusqu'au bassin du lac Tchad et vers le sud. Et l'Afrique de l'Ouest ne serait pas épargnée. C'est une guerre d'influence et de redécoupage régional. Mais nous voyons des Africains qui soutiennent ces terreaux. D'après Africa Corps, lors d'une mission de reconnaissance aérienne, plus de 200 terreaux, environ 150 motocyclettes et 4 pick-up équipés de mitrailleuses lourdes ont été repérés. Ces terreaux sont soupçonnés d'avoir franchi la frontière entre le Mali et la Mauritanie afin de renforcer les groupes armés actifs sur le territoire malien. Net après la localisation du camp, une frappe aérienne a été déclenchée contre la position des terreaux. L'attaque aurait permis de neutraliser jusqu'à 150 terreaux, une soixantaine de motocyclettes ainsi que des véhicules lourdement armés. Malheureusement, plusieurs pays voisins du Mali servent de refuge à ces groupes terreaux parce que ce n'est pas au Mali qui se cache, se réarme ou se repose. Petit rappel, pendant les hostilités du samedi 25 avril, plus de 2500 terreaux ont été neutralisés, plus de 102 véhicules détruits, ainsi que les véhicules kamikazes piégés, 152 motos et 7 mortiers. D'autres armes ont également été saisies ou détruites selon un rapport du ministère russe de la Défense. Et tout cela ne concerne que la journée du 25. Imaginez alors les pertes accumulées les 26, 27, 28, 29 et 30 avril.
Le ministère russe de la Défense ajoute que ce sont justement ces pertes massives du 25 avril qui auraient forcé les terreaux à abandonner leur projet de coup d'État et à battre en retraite. Ils ont été copieusement matés. Si l'on devait écouter certains médias français, on croirait presque que seules les informations provenant des groupes terreaux méritent d'être relayées. Constamment, ils affirment que leurs informations proviennent de sources anonymes, des sources qui, curieusement, se trouvent toujours exactement là où les terreaux frappent ou là où les attaques sont menées. Pourquoi ne pas aussi regarder les médias d'autres pays ou simplement observer les réalités du terrain? Fiez-vous aux informations officielles provenant du gouvernement malien. On écoute. Une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Bonsoir monsieur, bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le GNIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? De qui? D'où? Est-ce que vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je ne sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Le gouvernement civil qui était là depuis les indépendances, après le gouvernement de notre premier président Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des civils qui étaient au pouvoir. Est-ce que ces civils-là ont empêché qu'il y ait cette rébellion? Longue vie à cette dame. En fait, dès que tu ne répètes pas mot pour mot ce que racontent ces médias français, on te colle immédiatement l'étiquette de propagandiste. Ce sont pourtant eux qui annonçaient que Bamako était sous blocus, alors que plus de 800 camions-citernes sont entrés dans la ville aujourd'hui. Chaque information relayée semble provenir directement des groupes terreaux. Leurs sources anonymes sont toujours dans les zones contrôlées par les terreaux, car ce sont des terreaux. Leurs vidéos viennent des terreaux, leurs images viennent des terreaux, leurs récits aussi viennent des terreaux. Quand il y a des ripostes, des FAMA et de l'Africacor, et que des centaines, voire des milliers de terreaux sont éliminés, avec des vidéos disponibles à l'appui, ces médias refusent catégoriquement de montrer les images. La sélection de l'information devient flagrante. Ils cherchent à convaincre leur population qu'un Mali sans la France tombe entre les mains des terreaux afin de présenter tout partenariat extérieur à celui avec la France comme illégitime ou voué à l'échec. Ils font dans la fabrique de la peur. Mais le peuple malien voit la vérité sur le terrain. Les trolls attendent patiemment ces médias français, oubliant que les médias français vendent une autre réalité à leur public pour des raisons géopolitiques, pas journalistiques. Ils savent que le blocus médiatique est dangereux pour l'esprit. Et les Africains conscients devraient le combattre avec la vérité brute et la souveraineté informationnelle. Force à la dame. Trop flagrant qu'il y avait des complicités internes derrière l'attaque terreau du 25 avril au Mali. Et ce n'est pas terminé. D'autres noms devront encore sortir. Je pense qu'il y a eu des individus capables de manipuler l'information et le renseignement à leur guise afin de permettre aux terreaux d'attaquer. Comment des Maliens peuvent-ils collaborer avec des terreaux pour attaquer leur propre pays? Aucun intérêt, aucune promesse venue de l'extérieur ne vaut la destruction de sa propre terre. Chers militaires, peu importe ce que l'Occident ou certains groupes privés vous promettent, pour eux, vous ne serez qu'un outil temporaire dans une stratégie qui vous dépasse. Une fois leurs objectifs atteints, ceux qu'ils armaient hier deviennent souvent les témoins gênants qu'il faut écarter pour installer un nouveau pion plus docile. Rien de tout cela ne serait arrivé si certains n'avaient pas vendu leur nation pour des postes, de l'argent et des promesses bidons, des illusions qui finiront tôt ou tard
va les conduire dans une tombe. Rien de tout cela ne serait arrivé.